Bonjour à tous. Nous allons discuter de l'anémie. C'est un topo réalisé pour les étudiants en médecine qui révisent l'EDN selon la réforme du deuxième cycle. Commençons par quelques définitions. L'anémie, c'est la diminution de la masse totale d'hémoglobine. C'est à l'origine d'un défaut de transport d'oxygène via le sang, depuis les poumons vers les tissus. Sa définition fait intervenir le taux d'hémoglobine, qui est variable en fonction de l'âge. Pour les hommes adultes, l'anémie est définie pour une hémoglobine inférieure à 13 grammes par décilitre. Pour les femmes, elle se définit comme une hémoglobine inférieure à 12 grammes par décilitre, et c'est même moins pour les femmes enceintes. Et pour les enfants, il y a de grandes variations en fonction de l'âge, comme on le verra à la fin de ce diaporama. L'érythropoïèse, ça correspond à la production des globules rouges, et ça se passe dans la moelle osseuse. C'est sous l'influence de facteurs de croissance, dont le plus connu est l'érythropoïétine, lequel est synthétisé par les cellules tubulaires rénales. Il y a plusieurs phases à l'érythropoïèse, notamment une phase érythroblastique, puis une phase avec production de réticulocytes, et enfin production d'hématies qui sont les globules rouges fonctionnels. Ces hématies, ce sont des cellules anucléées, donc elles n'ont pas de noyau. Elles ont une forme de disque biconcave d'environ 7 micromètres de diamètre et sont très déformables, ce qui leur permet de passer dans les capillaires sanguins les plus fins. Elles ont une durée de vie qui sont de 120 jours et leur vie se termine par une destruction lors d'une phagocytose par les macrophages au niveau de la rate, du foie ou de la moelle osseuse, dans 85% des cas, et dans 15%, il existe une hémolyse physiologique dans les vaisseaux. Les hématies comportent beaucoup d'hémoglobine à l'intérieur d'eux. Cette hémoglobine est constituée en fait d'une grande protéine qui comporte 4 chaînes de globine, 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta pour les adultes, où chaque chaîne contient une grande molécule d'hème dont l'objectif est de lier le fer et donc de fixer l'oxygène. Le rôle de l'hémoglobine, c'est de transporter l'oxygène, comme on l'a dit, dans le sang, depuis les poumons vers les tissus de tout l'organisme. Alors quand suspecter une anémie? C'est le syndrome anémique qui est clinique, qui est inconstant et non spécifique. On va rechercher une pâleur cutanéo-muqueuse, une asthénie, des céphalées, des palpitations, une tachycardie, un souffle cardiaque, une dyspnée d'apparition à l'effort. Et en cas d'hypoxie tissulaire, il peut y avoir même une symptomatologie plus marquée, à type d'angor, de lipothymie ou de confusion. Il existe des critères de gravité. Évidemment, au plus l'anémie est profonde, au plus c'est grave, mais c'est surtout sa vitesse d'installation qui va être importante. Une anémie aiguë sur une hémorragie avec une perte de beaucoup d'hémoglobine d'un coup va avoir un retentissement plus important qu'une anémie d'installation progressive et chronique. Le terrain a une importance également capitale en fonction de l'âge et des comorbidités. Et ce qui va conditionner la prise en charge, ça va être surtout la tolérance, avec de véritables signes coronariens qui peuvent être visibles, le retentissement hémodynamique avec la fréquence cardiaque, la tension, les signes respiratoires avec la dyspnée et les signes neurologiques avec la confusion, le coma, etc. Il y a 2 urgences primordiales à connaître, l'hémorragie aiguë, avec un saignement extériorisé ou non. Extériorisé, c'est souvent des saignements gynécologiques ou des saignements digestifs. Et non extériorisé, ça peut être un hématome profond ou même un saignement post-opératoire après la fermeture du chirurgien. Et la deuxième urgence, c'est l'hémolyse intravasculaire qui se traduit cliniquement par une hyperthermie, des frissons, un malaise, des nausées, des douleurs abdominales, des douleurs lombaires surtout, avec un ictère cutanéo-muqueux, des urines foncées, quasiment rouge porto, une pâleur intense et ça peut aller jusqu'à l'état de choc, voire le coma. Les mesures à prendre en urgence, c'est tout d'abord une surveillance approfondie du patient. Il faut évaluer la vigilance, donc l'état neurologique, mettre en place un scope avec un ECG,
mesurer la pression artérielle régulièrement, évaluer la fréquence respiratoire et mesurer la saturation pulsée en oxygène. Attention, la SpO2 n'est pas fiable en cas d'hémorragie et va donner des valeurs correctes. Concernant les mesures symptomatiques à prendre, il faut mettre le patient au repos, mettre une oxygénothérapie pour améliorer l'oxygénation des tissus et mettre en place une ou deux voies veineuses périphériques en fonction de l'urgence. La transfusion de concentré de globules rouges, donc des CGR, est déterminante dans l'urgence et il faut penser à réaliser deux groupages, donc deux déterminations, et rechercher des agglutinines irrégulières, les fameux rails, avant toute transfusion pour éviter de fausser cet examen par la suite. Évidemment, il faut arrêter les médicaments antiagrégants, anticoagulants et réaliser un geste d'hémostase, que ce soit par voie endoscopique, surtout pour les saignements digestifs, par voie radiologique, interventionnelle, ou par voie chirurgicale lorsque c'est nécessaire. En dehors de l'urgence, il faut avoir une démarche étiologique systématique pour rechercher l'origine d'une anémie. Il y a deux paramètres globulaires à prendre en compte, le volume globulaire moyen, ou VGM, et le taux de réticulocytes. En fonction du VGM, on va classer l'anémie en microcytaire, normocytaire ou macrocytaire. Les valeurs seuil sont 80 et 98. Et le taux de réticulocytes, qui va permettre de me donner la limite entre une anémie arégénérative et une anémie régénérative, c'est 120 giga par litre. Pour les anémies microcytaires, il y a deux étiologies principales qui sont la carence martiale, donc surtout gynécologique ou digestive, et le syndrome inflammatoire prolongé. C'est pour cela que les examens complémentaires à réaliser, c'est le dosage de la ferritinémie qui est abaissé en cas de carence martiale ou augmenté en cas d'inflammation, et le dosage de la CRP qui est élevé en cas de syndrome inflammatoire. En dehors de ces deux causes, une troisième cause est à évoquer de manière classique, mais plutôt en deuxième intention, c'est les thalassémies. Et pour les rechercher, il faut faire une électrophorèse des protéines de l'hémoglobine. En cas d'anémie normocytaire arégénérative, ça correspond le plus souvent à une insuffisance de production de la moelle osseuse. Soit par atteinte de la moelle osseuse, ça peut être un envahissement d'une tumeur, une érythroblastopénie, une myélodysplasie. Mais ça peut être aussi une insuffisance rénale chronique par défaut de production d'EPO, une hypothyroïdie ou un inflammatoire débutant. Donc les examens à réaliser en première intention, c'est le dosage de la créatinine, de la TSH ou recherche d'un syndrome inflammatoire avec la CRP. Et si tout ça est négatif, en deuxième intention, on va regarder ce qui se passe dans la moelle en faisant un myélogramme et un karyotype. En cas d'anémie macrocytaire arégénérative, l'étiologie la plus fréquente, c'est la carence vitaminique, vitamine B9, folate ou B12, qui vont entraîner un défaut de synthèse d'ADN. Et dans ce cas, on va avoir la présence d'érythroblastes de grande taille, d'où le nom d'anémie mégaloblastique. Donc il faudra faire les dosages des vitamines B9 et B12 dans tous les cas. Les autres causes, c'est les hypothyroïdies, dans ce cas-là, dosage de la TSH. Et si tout ça c'est normal, il faut évoquer une myélodysplasie et donc faire un myélogramme et un karyotype en deuxième intention. Concernant les anémies normocytaires ou macrocytaires régénératives, les deux étiologies sont les étiologies les plus graves, notamment l'hémorragie, en sachant que la réticulocytose apparaît après 48 heures seulement, et l'hémolyse qui peut être corpusculaire ou extracorpusculaire. Les hémolyses extracorpusculaires peuvent se voir en cas de toxique, notamment de saturnisme, d'infection comme le paludisme, mécanique avec les microangiopathies thrombotiques ou immunologique en cas d'anémie auto-immune. Les examens à faire, c'est rechercher l'hémolyse, donc rechercher des LDH augmentés, une bilirubine libre augmentée, une aptoglobine diminuée. Et si l'anémie hémolytique est avérée, dans ce cas-là, il faut faire de toute façon un frottis sanguin à la recherche de schizocytes pour suspecter une cause mécanique ou à la recherche de paludisme, et faire un test de Coombs direct pour chercher une anémie hémolytique auto-immune. Chez l'enfant, il y a quelques particularités à connaître. Déjà, il faut savoir qu'il y a de grandes variations des valeurs normales selon l'âge.
L'hémoglobine est à son maximum à la naissance, puis elle descend drastiquement jusqu'à 3 à 6 mois pour atteindre son minimum, et elle réaugmente progressivement pour atteindre les valeurs normales de l'adulte. La cause la plus fréquente, ça reste la carence martiale, même chez l'enfant. Et si ce n'est pas une carence martiale, il faut évaluer toutes les possibilités et faire une enquête étiologique rigoureuse, d'évaluer le mode d'installation, les antécédents personnels et familiaux. Pensez absolument à la courbe staturo-pondérale pour évaluer le retentissement. Questionner les parents sur l'alimentation, chercher des signes de malabsorption ou de maladies inflammatoires digestives. Évaluer la prise de médicaments, chercher des infections, que ce soit aiguës, graves ou aussi des infections à répétition qui pourraient être signes de déficit immunitaire, chercher un syndrome hémolytique et urémique, chercher un syndrome tumoral et chercher une atteinte des autres lignées qui pourrait orienter vers une pathologie hématologique. En conclusion, l'anémie, c'est quelque chose de fréquent qui se définit comme une diminution de l'hémoglobine. Les valeurs normales sont fonction de l'âge et du sexe. Ça entraîne un défaut de transport de l'oxygène dans le sang, des poumons vers les tissus. La clinique se caractérise par un syndrome anémique qui est inconstant et très peu spécifique. L'étiologie s'analyse en fonction de la biologie, en cherchant le volume globulaire moyen et le taux de réticulocytes. La cause la plus fréquente, c'est la carence martiale. Il existe 2 causes urgentes à connaître, qui sont l'hémorragie aiguë et l'hémolyse. Le traitement, c'est surtout le traitement étiologique, et en cas de mauvaise tolérance, il faut aller à la transfusion en urgence.